Les Serbes de Bosnie ont rejeté massivement le plan de paix en dépit de fortes pressions internationales. Rien ne va plus entre le Maroc et l'Algérie, leur frontière commune est provisoirement fermée. Le témoignage dans ce journal de Rachid Mimouni, écrivain algérien menacé par le fils et qui vit actuellement au Maroc. Paris fête le centenaire du rétablissement de l'olympisme 100 ans après le baron de Coubertin. Que reste-t-il de l'esprit olympique ? Labourage et pâturage sont de moins en moins les mamelles de la France. Plus de 400 000 exploitations agricoles ont en effet disparu depuis 1979. Lucky Luke, Luc Leblanc a étrenné cet après-midi en Bretagne son beau maillot arc-en-ciel. Madame, Monsieur, bonsoir. Une enquête judiciaire approfondie est actuellement menée par les gendarmes afin de déterminer les circonstances exactes de la noyade d'une mère de famille lundi dernier au pied du Mont-Saint-Michel. Une enquête qui pourrait permettre d'envisager éventuellement des poursuites pour non-assistance à personne en danger. Reportage Jacques Deveau, Ariel Nathan. Sous le regard d'un caméraman amateur, le drame est en train de se nouer. Un groupe de touristes qui se promènent au pied du mont va être surpris par les pièges de la baie. L'homme enlisé sera secouru ainsi qu'une fillette de 6 ans, mais la mère périra noyée. Des dizaines de touristes ont vu la scène. Aujourd'hui, on leur reproche de ne pas avoir donné l'alerte. L'homme, qui du haut de la tour a filmé la scène, conteste cette version. Je filmais à ce moment-là, quand le monsieur s'est enfoncé, tout de suite, je me suis dit, mais il faut prévenir. Il ne faut pas laisser les choses, c'est pas du cinéma. Tout de suite, je suis revenu en arrière, j'ai rencontré un employé de la ville qui montait les marches. Je lui ai dit, mais il faut prévenir. Il m'a dit, ne vous souciez pas, on a l'habitude. Je dis, bon, ben il va prévenir. Le poste de secours du Mont-Saint-Michel a été alerté par un coup de téléphone, puis par un commerçant prévenu par un touriste. Il aura fallu à peine 5 minutes pour intervenir. Est-ce qu'on peut dire que les gens, les témoins de la scène, sont restés inactifs, un petit peu au spectacle? Une partie, mais certainement pas tous, puisqu'on a été prévenus, dans des délais que je considère normaux. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, étant donné que j'ai trouvé l'enfant consciente et ventilant, fatalement, elle n'avait pas passé plus de 3 minutes immergée. Impossible donc de dire avec certitude si l'alerte a été trop tardive. L'exaspération des habitants du Mont vis-à-vis des touristes tient peut-être au fait qu'en 10 ans, il y a eu 3 noyés. Et pourtant, les avertissements ne manquent pas. Et pourtant, aujourd'hui encore, certains n'hésitaient pas à braver les dangers de la baie. Ouverture aujourd'hui à Paris du congrès olympique qui va célébrer le centenaire du rétablissement des Jeux par le baron de Coubertin. La flamme, partie d'Olympie en Grèce le 22 août, est littéralement tombée du ciel à Paris avant que des champions olympiques français ne se relaient pour faire traverser la capitale. Reportage Thierry Clopeau, Maryse Burco. Du Champ de Mars, c'est tout Paris qui déclare sa flamme à l'olympisme. 17h15, Bernard Collat, champion du monde de parachutisme, est le premier porteur de cette flamme qui s'est expatrié pour la première fois d'Olympie en 1936. D'habitude, ce feu d'Olympe ne sort de son antre grec que tous les 4 ans. Mais aujourd'hui, les festivités de centenaire de la restauration des Jeux Olympiques vaut bien cette envolée parisienne. François Legrand, champion du monde d'escalade, descend alors en rappel à bout de bras le drapeau aux 5 anneaux représentant les 5 continents imaginé par le baron de Coubertin. Un oriflamme créé en 1913 par un baron épris d'humanisme sportif. C'est ensuite Edwin Moses, l'américain double champion olympique du 400 mètres qui s'élance pour les 280 premiers mètres. 39 autres athlètes prendront ensuite le relais jusqu'à Paris-Bercy. La flamme et les anneaux, l'image de la fraternité sportive retrouvée. Porter la flamme olympique sur la plus belle avenue du monde, c'est quand même un événement, c'est quelque chose qui n'arrive pas à tout le monde, donc je suis vraiment très fière d'avoir été choisie. Les Jeux Olympiques, c'est le sport de haute compétition, l'olympisme, c'est une certaine manière de vivre le sport et de vivre tous les instants de la vie, quoi. Les Jeux Olympiques, j'en ai fait 4, et 4 médailles olympiques, je revis tout ça, il me semble si je rêve pas. C'est fantastique. Le programme olympique des Jeux d'Atlanta et de Sydney sera au cœur des débats de ce congrès du centenaire. Un comité olympique novateur, 15 nouveaux sports présents dans 2 ans aux États-Unis, parmi lesquels le triathlon, remporté cet après-midi par le numéro 1 mondial, l'Australien Bavon. Marie-Jo Pérec, elle aussi était de la fête. La récente championne d'Europe clôturera samedi prochain cette belle semaine de sport avec le grand meeting de Charletti. Une pluie d'étoiles pour un grand salut à l'idéal sportif du siècle.
dans un amphithéâtre de la Sorbonne le 23 juin 1894. 79 délégués venus de 12 pays et conviés à Paris par le baron Pierre de Coubertin proclamaient donc le rétablissement officiel des Jeux Olympiques modernes. Événement célébré tout à l'heure en grande pompe à Paris-Bercy, dans le palais Omnisport, en présence, vous le voyez, de M. Balladur, Premier ministre, et de Jacques Chirac, le maire de Paris. L'occasion pour Édouard Balladur de se féliciter que le CIO ait choisi Paris pour célébrer ce bicentenaire. La vérité oblige à rappeler que le baron de Coubertin était passablement misogyne, raciste et antisémite. Il avait notamment salué la grandiose réussite des Jeux de Berlin en 1936. On lui prête à tort la fameuse phrase « l'important c'est de participer ». À l'époque du baron, il faut dire que le sport de haute compétition était essentiellement un loisir de dandys fortunés. Maintenant, l'esprit olympique est noyé sous les dollars. L'important c'est de toucher Alain Vernon. Le Comité international olympique a eu 100 ans le 23 juin dernier, le jour où les héritiers de Coubertin ont rendu hommage aux rénovateurs des Jeux Olympiques, dans le grand amphithéâtre de l'Université de la Sorbonne à Paris, où l'idée du baron Pierre de Coubertin est devenue une réalité. De la Sorbonne d'hier à l'olympisme de demain, menacé par le dopage, l'argent et la dictature de certains médias, c'est un peu l'histoire de l'homme qui sera au centre des débats de ce congrès. Quid d'un sport humaniste au XXIe siècle? On rentre dans le 3e millénaire. Est-ce qu'encore au 3e millénaire, il sera possible de faire un sport qui soit au service de l'homme, ou est-ce que c'est l'homme qui ira faire du showbiz à droite et à gauche pour permettre de vendre du tabac ou de n'importe quoi? Obtenir les Jeux Olympiques est devenu un enjeu économique très important. C'est par exemple Atlanta aux États-Unis et Coca-Cola, partenaire numéro 1 du CIO, qui accueille les Jeux de 96. Alors que la logique de l'histoire imposait Athènes et la Grèce pour les 100 ans des Jeux. Mais le grand cirque des Jeux Olympiques ne peut plus s'arrêter sur les petites places de pays sans ressources. Le gigantisme va-t-il atrophier les Jeux Olympiques? La télévision va-t-elle tuer certaines disciplines? Le dopage peut-il tout simplement reculer? Les Jeux peuvent-ils mourir enfin? Ce sont ces questions qui seront posées, ce sont les réponses qui nous intéressent. Sport toujours, François Mitterrand a adressé cet après-midi un message de félicitations à Luc Leblanc pour, je cite, sa magnifique victoire résultant d'une course d'équipe irréprochable qui récompense un talent qui reçoit enfin sa consécration. Le nouveau champion du monde cycliste sur route a étrenné son beau maillot arc-en-ciel cet après-midi à Châteaulin, le pays de son épouse préférée. Reportage William Irigoyen, Philippe Louzzi. La chasse aux signatures. Cet après-midi, Châteaulin dans le Finistère avait un parfum de festival de Cannes. On se bouscule, on joue des coudes, l'objectif, avoir l'autographe de Luc Leblanc, nouveau champion du monde, et celui de Virenque par la même occasion. Auprès des copains, ça fait toujours son effet. Virenque et Leblanc, le duo que tout le monde attendait en terre bretonne, et même si aucun des deux n'est originaire d'Armorique, ils ont été littéralement adoptés par la population pour ce critérium de l'Aulne Télégramme. C'est bon ici en Bretagne, devant je dirais le plus grand public de connaisseurs qui puisse exister en France. C'est fantastique. En plus ici à Châteaulin, c'est le plus grand critérium de France. Et là vraiment, pour moi je ne réalise pas encore ce qui m'arrive aujourd'hui parce que la foule est considérable aujourd'hui et comparée aux années précédentes, c'est fantastique. Les organisateurs me disaient que ça avait amené 10-15 000 spectateurs de plus. Raconte pas de bêtises, hein. Formidable. Cet après-midi, la course avait un peu l'ambiance d'une fête populaire, mais cela n'a pas empêché le vrai combat. C'est Richard Virenque, l'un des chouchous du public, qui l'a emporté. Leblanc termine 4e. Mais peu importe la victoire, les milliers de spectateurs de Châteaulin ont cet après-midi profité d'une magnifique journée. Et c'est la tête pleine de bons souvenirs qu'ils sont rentrés chez eux ce soir. Émotion et consternation en Espagne. Miguel Indurain a en effet été l'objet d'un contrôle antidopage positif en mai dernier lors d'une étape du Tour de l'Oise. Le produit incriminé est autorisé par l'Union cycliste internationale sous certaines conditions alors qu'il est totalement interdit en France. Bref, un incident qui plaide pour l'harmonisation de la lutte antidopage. Yann Lavoie. Indurain est arrivé à Bordeaux cet après-midi l'air sombre. Indurain déclaré positif par les uns, pas par les autres. Voilà un exemple frappant du manque d'harmonisation dans la lutte contre le dopage. Le coureur espagnol a inhalé du salbutamol, contenu dans la ventoline. La ventoline utilisée par tous les asthmatiques pour prévenir ou calmer toute crise. L'Union cycliste internationale autorise son utilisation, le CIO aussi, lorsqu'il y a prescription médicale. Or, Indurain possède un rapport de l'Université de Navarre qui fait état des problèmes d'asthme d'Indurain.
Je me suis toujours tenu au règlement. J'ai pris de la ventoline et je l'ai déclaré, sachant que je pouvais en prendre comme médicament. Maintenant, on me dit que c'est interdit, moi, j'en sais rien. C'est vrai, la loi française, elle est radicale. Le salbutamol est dangereux, son utilisation doit être sanctionnée. D'autant qu'avec la seule utilisation d'un spray, les spécialistes pensent que l'on n'aurait pas dû retrouver trace de salbutamol dans les urines d'Indurain. Lorsque le produit est utilisé exclusivement en voie d'aérosol, ce sont des posologies extrêmement faibles qui permettent d'avoir une efficacité sur la respiration, mais qui n'ont pratiquement aucun effet général, donc pas d'effet dopant. Et si ça a été retrouvé à des posologies notables, il a fallu des voies d'introduction qui étaient probablement pas celles utilisées chez les asthmatiques. Et à grosse dose, le salbutamol a des effets dopants, c'est prouvé. Contrôlé ici, à l'issue du Tour de l'Oise, Indurain est donc sous le coup de la législation française. Avant de statuer, la Fédération française souhaite bien sûr un supplément d'informations sur les prescriptions médicales d'Indurain et sur ce rapport de l'Université de Navarre. Mais de toute façon, la Fédération française est affiliée à la Fédération internationale et donc soumise à ses règlements. La course à l'Elysée, sans dopage bien sûr, le responsable des élections RPR, Yves Lessard, proche de Jacques Chirac, demande aux militants RPR de ne pas se laisser impressionner par les sondages actuellement favorables à Édouard Balladur. Même remarque de la part du porte-parole du PS, selon qui la popularité du Premier ministre repose sur beaucoup d'ambiguïté. Il est vrai, ajoute Jean Glavany, qu'Édouard Balladur a un peu profité, parfois sans grande dignité, de l'absence momentanée du président de la scène politique. Rien ne va plus entre le Maroc et l'Algérie depuis l'attentat perpétré mercredi contre un hôtel de Marrakech par des Français d'origine algérienne et depuis l'instauration vendredi par le Maroc d'un visa obligatoire pour les Algériens. En représailles, l'Algérie a fermé sa frontière et mobilisé tous les moyens de transport disponibles pour rapatrier ses ressortissants en visite au Maroc. Sur cette guéguerre administrative vue du côté marocain, reportage de nos envoyés spéciaux Anne Poncinet, Frédéric Bonnet. Des contrôles de police assez fréquents sur les routes, tels sont aujourd'hui aux alentours de la capitale les signes les plus évidents de la crise qui oppose le Maroc et l'Algérie. Ces contrôles de police ont conduit, selon les Algériens, à des interpellations doublées de mesures vexatoires à l'encontre de leurs compatriotes se trouvant au Maroc. Mais dans l'ensemble, la presse marocaine, elle, relève surtout que ces mesures de sécurité exceptionnelles ont permis l'arrestation ces derniers jours de malfaiteurs et la découverte de plusieurs caches d'armes. Le quotidien L'Opinion écrit qu'une partie de ces armes est liée à des activités terroristes. Et le journal Libération de renchérir, puisque certaines des personnes arrêtées sont algériennes ou d'origine algérienne, il n'est pas étonnant, selon le quotidien, que le Maroc se préserve en imposant des visas aux ressortissants algériens. Cette crise ouverte dure maintenant depuis 3 jours. Jusqu'à présent, le Maroc avait accepté d'aménager temporairement ces nouvelles dispositions en octroyant des visas à la frontière. Mais dès demain matin, en principe, c'est le retour à une application stricte des textes. C'est à ce moment-là que pourraient se poser des problèmes de personnes bloquées aux frontières, ce qui ne devrait pas contribuer à faire baisser la tension. Parmi les victimes de cette guéguerre politico-administrative, l'écrivain algérien Rachid Mimouni, qui n'a pas pu quitter Paris hier soir pour se rendre au Maroc où il réside depuis décembre dernier. Sa famille ayant reçu des menaces, cet écrivain, qui est dans le collimateur du fils, a en effet préféré s'exiler au Maroc. Je suis un cas, il y a des milliers d'autres gens qui doivent se trouver dans la même situation. En particulier un certain nombre d'intellectuels, de cadres, d'universitaires algériens qui, eux aussi, avaient choisi de se réfugier au Maroc, vont se trouver dans de grandes difficultés. Et à votre avis, le fils cherche à s'infiltrer au Maroc? Écoutez, cette fermeture des frontières est d'abord, pour le fils et pour les intégristes, une grande victoire. Parce que cela contribue à accentuer l'isolement du pouvoir algérien. Pour lui, je suis certain qu'il s'en réjouit. Mais est-ce que le pouvoir marocain peut résister, par exemple, à une offensive du fils? Ce que l'on peut dire, c'est que le phénomène intégriste n'a pas pris racine véritablement au Maroc. Même s'il existe quelques relents par-ci, par-là, mais fondamentalement, ce n'est pas aujourd'hui le problème du Maroc. Cela s'explique par tout un ensemble de causes, ne serait-ce que par la première, par le fait que le roi est le commandeur des croyants.
Le ministère marocain de l'Intérieur qualifie de dangereux terroristes les hommes armés qui ont tué 2 touristes espagnols dans un hôtel de Marrakech mercredi dernier. Les 4 personnes arrêtées habitaient en France. 2 d'entre elles étaient, semble-t-il, connues des services de police, mais pour des délits mineurs. Les Serbes de Bosnie ont massivement voté protive, c'est-à-dire contre le plan de partage de la Bosnie proposé par la communauté internationale. La France a immédiatement tenu à faire savoir qu'elle n'accordait aucun crédit à ce référendum qui, selon le porte-parole du Quai d'Orsay, qui s'est tenu dans des conditions qui n'ont rien de démocratique. Pendant ce temps-là, les responsables militaires bosniaques préparent leur opinion publique à une intensification de la guerre. Reportage de nos envoyés spéciaux Jérôme Bonny, Jean-François Hoffmann. Les résultats définitifs du référendum des Serbes de Bosnie pourraient être connus ce soir à 10 h, mais de toute façon, il n'y aura pas de surprise. Les résultats partiels donnent 97% de non au plan de paix du groupe de contact, avec une participation de 90% des électeurs. Je pense que l'attitude de la communauté internationale à notre égard ne va pas s'améliorer après ce référendum. Avant déjà, vous étiez contre nous, mais vous devez savoir ce que nous ressentons et ce que nous souhaitons. Les habitants de Palais sont d'autant plus remontés qu'il y a parmi eux beaucoup de réfugiés de la région de Sarajevo qui n'ont plus rien à perdre. Ils ne veulent pas de frontières imposées par la communauté internationale. Est-ce que les grandes puissances se sont demandé où nous pouvons mettre un demi-million de réfugiés serbes qui fuiront les territoires attribués aux musulmans? Personne ne s'est posé la question. Mieux vaut prendre les armes et que le meilleur gagne. Nous verrons qui est le plus fort dans les Balkans. Parmi les troupes serbes de Bosnie, une centaine de volontaires russes qui savent que ce non au plan de paix pourrait conduire les États-Unis à lever l'embargo sur les armes vers la Bosnie. Si les Américains lèvent l'embargo sur les armes vers les musulmans, ils feront de la Bosnie une poudrière. Ce ne sera pas la fin de la guerre, mais le début de la guerre. Malgré cette poignée de volontaires russes, les Serbes de Bosnie se sentent bien seuls depuis un mois, depuis que le président de la Serbie, Slobodan Milošević, leur a imposé un embargo pour les forcer à accepter ce plan. Milošević s'est conduit ces derniers temps comme un nouveau traître. Il nous a personnellement trahis. Il n'est plus notre ami. Le rejet de ce que les Américains présentent comme le plan de la dernière chance pour la paix risque fort de relancer ici, en Bosnie, une guerre qui n'a jamais vraiment cessé depuis 2 ans et demi. Aujourd'hui, les Serbes de Bosnie, qui n'acceptent pas de voir les territoires qu'ils occupent morcelés en 3 enclaves, apparaissent comme un dernier carré d'irréductible que les menaces du président Clinton ne font qu'endurcir encore plus. L'exode maritime des réfugiés cubains vers la Floride a connu une pause ce week-end en raison essentiellement des conditions météo très mauvaises. D'autre part, Fidel Castro a commencé à réagir en interdisant le départ des enfants et des adolescents cubains à bord d'embarcations de fortune. Notre correspondant aux États-Unis, Jean-Marc Ilouz, a rencontré l'homme qui, soutenu activement par les Américains, prépare depuis des années la relève de Fidel Castro. Ils n'ont qu'un seul cri, Cuba libre, mais ils n'ont pas d'armée. Ils n'ont qu'un seul programme, se débarrasser de Castro, mais ils attendent depuis 35 ans. Ils ne sont qu'1 million aux États-Unis, essentiellement en Floride, mais les Cubains américains savent toujours se faire entendre aux législatives comme aux présidentielles, à Miami comme à Washington. Voici Mas Canosa, 53 ans. Si aujourd'hui il est le Cubain le plus puissant des États-Unis, c'est que l'ancien commando anticastriste devenu millionnaire en dollars a su, à la tête de l'omniprésente Fondation américano-cubaine, devenir l'interlocuteur privilégié de la Maison-Blanche, quel qu'en soit le président. Il faut maintenir la pression sur Castro, le priver de ressources, faire monter la pression à Cuba même, mais sans ouvrir les soupapes. Un blocus favoriserait une révolte populaire et peut-être même un coup d'État militaire. Négocier? Non. Castro est l'ayatollah Khomeini des Caraïbes. Il ne sait pas ce que négocier veut dire, il ne sait pas s'asseoir à une table. Autour d'un radeau échoué vide sur une plage de Miami, la tristesse cède vite le pas à la colère. Et là, comme presque partout ailleurs, c'est le discours de Mas Canosa qui domine.
Et il faut absolument accentuer la pression sur Castro pour qu'il fiche le camp. Plus facile à dire qu'à faire, réplique Eloy Gutiérrez Menoyo de son modeste bureau de la banlieue de Miami. Il sait de quoi il parle. Ancien compagnon de lutte de Fidel, il a passé 20 ans dans les prisons castristes pour avoir pris les armes. Aujourd'hui, il prône le dialogue. Un blocus renforcera Castro. Il ne faut pas trop espérer une insurrection populaire pour le renverser. L'armée lui reste largement acquise. Il faut que Castro et les États-Unis enterrent la guerre froide et négocient une solution pacifique pour des élections libres. Il faudra échanger l'embargo américain avec la fin de l'embargo de Castro contre son peuple. Je crois Castro capable de négocier son propre retrait. Mais le mot dialogue reste synonyme de trahison pour une écrasante majorité de la communauté cubaine de Miami. Et forte de son influence politique en Floride, elle fera tout pour que 35 ans de guerre froide continuent entre Washington et le régime castriste. Nouveau petit pas au Proche-Orient avec la signature d'un nouvel accord entre Israël et l'OLP organisant le transfert aux responsables palestiniens d'un certain nombre de pouvoirs en matière éducative, sanitaire, fiscale ou encore touristique. Maria Igoya López Riano, surnommée la Tigresse, membre présumé de l'organisation séparatiste basque ETA, et son compagnon Olivier Lamotte ont été écroués après avoir été mis en examen pour association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes. Les suites de l'arrestation de Carlos en raison de toutes les rumeurs dans le passé sur le rôle joué par Jacques Vergès auprès de la mouvance terroriste, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris a reçu à sa demande le défenseur de Carlos pour examiner d'éventuelles entorses à la déontologie. Valérie Hermite. 17h30, tapante, Jacques Vergès est au rendez-vous. Ponctuel, mais pas très loquace concernant sa première audience devant son bâtonnier depuis l'affaire Carlos. Aucune déclaration pour revoir son bâtonnier. Après non plus. Ah bon? Non, c'est l'entretien d'un avocat de son bâtonnier sont confidentiels. L'entretien avec le bâtonnier n'aura duré qu'une demi-heure. Une demi-heure donnée à Jacques Vergès pour s'expliquer sur les différentes allégations concernant sa complicité avec le groupe Carlos. L'issue de l'entrevue est claire, le soutien du bâtonnat est pour l'instant net et franc. Monsieur Jacques Vergès a confirmé au bâtonnier de la manière la plus formelle qu'à aucun moment, dans le cadre du procès de Magdalena Kopp et de Bruno Breguet, il n'avait commis la moindre entorse aux règles déontologiques qui régissent la profession d'avocat. Dans ces conditions, le bâtonnier estime que les interrogations sur l'assistance apportée par M. Jacques Vergès dans le cadre de la mission de défense qu'il a acceptée de Carlos sont dénuées de tout fondement. Un communiqué hésitant sur la forme, mais très explicite sur le fond. Il n'y a pour l'instant aucune raison de dessaisir Jacques Vergès du dossier Carlos. Le bâtonnier aura voulu publiquement calmer le jeu dans l'affaire Carlos, devenue au fil des jours l'affaire Vergès. Bonne nouvelle pour les Parisiens ou pour celles et ceux qui doivent venir habiter à Paris. Les loyers sont à la baisse car l'offre est supérieure à la demande. Résultat, le bail est négociable en cas de changement de locataire. Reportage Sébastien Vibert et Pascal Stelletta. Les locataires risquent en ce moment d'attraper des torticolis à force de lire les annonces. Annonces intéressantes, certains loyers baissent de -5 à -10% lors des changements de locataires. En clair, celui qui s'installe dans son petit chez-soi peut payer son loyer plusieurs centaines de francs de moins que son prédécesseur. Les candidats locataires n'acceptent pas n'importe quoi à n'importe quel prix. On est dans une situation de marché. Et c'est vrai que pour un prix donné, on veut en avoir pour son argent. Aujourd'hui, il y a davantage d'offres d'appartements que de demandes de location, aussi bien pour le studio que le 4 ou 5 pièces. Certains propriétaires ont attendu avant de répercuter une baisse qui était conjoncturelle et des appartements se sont trouvés vacants pendant plusieurs mois. Devant ce manque à gagner, les propriétaires préfèrent céder à la baisse. Du coup, le mouvement s'amplifie. Un mouvement qui s'explique pour beaucoup par le comportement des locataires. Ils hésitent à déménager quand les fins de mois sont délicates. Pour autant, cette baisse des loyers parisiens peut ne pas durer. En fait, tant que le secteur du bâtiment sera en crise, l'indice du coût de la construction qui détermine les hausses locatives n'augmentera guère et les loyers resteront stables. Mais les professionnels de l'immobilier le disent tous, le jour où l'offre et la demande s'équilibreront, les loyers alors ne baisseront plus. Après la ville de la campagne, depuis plusieurs années maintenant, le nombre d'exploitations agricoles diminue à un rythme qui s'accélère, d'autant que depuis 1992, les agriculteurs de 55 à 59 ans peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une pré-retraite. Or, un exploitant sur 4 a plus de 55 ans.
On comptait en 1979 plus d'1 200 000 exploitations agricoles et seulement 800 000 l'an dernier. Reportage de nos correspondants dans le sud-ouest, Sandrine Merck, Olivier Combe. Ça m'a fait énormément mal au cœur. Et je pense que peut-être dans d'autres ans, ça sera tout comme ça, toute la propriété sera comme ça. C'est triste. Comme beaucoup d'exploitants de son âge, David a le spleen de l'agriculteur. Ses 3 garçons ne reprendront pas la propriété qu'il tient lui-même de ses parents. Sa retraite menace de se solder par 3 110 francs mensuels et une terre en friche, faute d'acquéreur. Depuis l'âge de 13 ans, je travaille la terre. C'est triste d'en arriver là. Parce que je pense m'être battu pour avoir acquis ces quelques hectares, mais maintenant je les ai sur le bras. J'ai 60 ans, il me reste encore 8 ans pour payer la première acquisition. Je suis obligé d'abandonner les terres. Et je ne sais pas comment je vais arriver à honorer mes traites. La France agricole vieillit. Dans le meilleur des cas, les terres libérées par les retraités contribuent à agrandir des exploitations déjà existantes, plus rarement à installer des jeunes. Dans le pire des cas, elles restent en jachère, des friches qui se sont multipliées par 9 depuis 90. Le nombre d'agriculteurs, lui, continue de dégringoler, moins 13% en 3 ans. Ils peuvent se poser des problèmes de paysage avec des terres agricoles abandonnées. Et le deuxième point qui semble important, c'est l'animation et de la vie dans le milieu rural, puisque les agriculteurs sont a fortiori le centre de la vie rurale. Dans le milieu agricole, la retraite à 60 ans se généralise. Mais comme tous ceux de sa génération, David a la douloureuse impression d'appartenir à une profession en voie de disparition. Chaque année, 10 000 hectares en moyenne brûlent en Corse. Les mises à feu qui ne sont pas toujours innocentes, bien au contraire. C'est si vrai qu'en fonction des besoins des troupeaux, les pompiers ont établi une sorte de carte prévisionnelle des mises à feu, des prévisions qui se vérifient hélas à 80%. Un document accablant qui est tabou en Corse, mais que nos envoyés spéciaux, Claude Sampère et Céline Rémiger, ont pu se procurer. Le feu en Corse, tout sauf une fatalité. Bien sûr, ici aussi l'imprudence ou l'accident peut être à l'origine d'un incendie. Exemple, celui de Porto Vecchio, il y a 10 jours, provoqué par l'accident d'une voiture qui a pris feu. Mais dans l'île, surtout en Haute-Corse, 90% des feux sont d'origine criminelle. Nous avons des données statistiques, nous avons des données d'ordre prévisionnel. A été effectué un travail de fond qui nous permet non pas de prévoir les incendies, mais de prévoir en tout cas les secteurs qui peuvent être considérés comme étant les plus à risque. À certains moments, compte tenu de la simultanéité des feux, notamment les jours de vent, je crois qu'il faut considérer que ce sont des feux qui ont été allumés. Par qui? Il appartient à la police et à la gendarmerie de déterminer. La principale arme des pompiers, la voici. Une simple carte où chaque petit point bleu représente une zone probable d'incendie. Problème d'éleveurs, de bergers ou comme ici à Pietralba, conflit entre différentes sociétés de chasse. Depuis le début de l'été, 80% des feux qui ont éclaté en Corse étaient sur la carte. Pietralba, le feu s'est déclenché jeudi dernier et a couvert 300 hectares. Cette carte de prévision a été remise officiellement au préfet pour que ses services puissent mieux traiter le problème des incendies. Il y a 3 ans déjà, un colonel des pompiers en Haute-Corse n'avait pas hésité à établir une liste de 51 noms, 51 incendiaires présumés. On y trouve les incendiaires potentiels que nous avons pu identifier depuis un certain temps déjà. Et quand on fait la guerre, eh bien, il faut avoir des renseignements, en tout cas si on veut gagner cette guerre. Cette liste, depuis 1991, est restée au fond d'un bureau et aucun incendiaire depuis cette date n'a été interpellé. Rechercher et identifier les criminels qui mettent le feu, c'est un travail de policiers, de gendarmes, sous l'autorité du préfet. La carte des prévisions établie par les pompiers devrait simplement les aider. C'est un document administratif, c'est un document qui est sans arrêt mis à jour, mais ce n'est pas un document secret qui laisserait à penser que nous connaissons les endroits où vont avoir lieu les feux et que nous ne ferions rien dans les endroits où auraient lieu les feux. D'ailleurs, exemple, le feu de Muro récemment où est décédé ce jeune homme accidentellement écrasé par le largage d'un avion. Oui.
Est-ce qu'il est sur la carte? Il était prévu ce feu? Nous savions que dans un certain nombre... Non, bien sûr, le feu de Murau n'était pas inscrit sur la carte. Pourtant, depuis plusieurs années, le feu éclate à Murau au même endroit. Cet été, un jeune bénévole de 23 ans est décédé ici. Sans un travail efficace des services de l'État, sans l'aide de la population qui garde le silence, le feu risque de continuer à tuer en Corse. Oncle Picsou s'arrache les plumes. L'action Euro Disney a encore perdu plus de 11% aujourd'hui à la Bourse de Paris pour terminer à 8 francs 40. Mickey qui baisse et la redevance télé qui monte. Elle va augmenter de 6% l'an prochain à 670 francs pour un poste couleur. Confirmation aujourd'hui par Nicolas Sarkozy, ministre du Budget et également en charge du dossier de la communication. Et cela à l'occasion de l'université d'été de la communication à Ourtin en Gironde. Sur place pour France 2, Patricia Charnelet, Bruno Giraudon. Déterminé et pugnace, tel est apparu Nicolas Sarkozy aux professionnels de la communication. Plusieurs informations ont été données. Une augmentation de la redevance en 95 moins élevée que prévu, moins de 6%, soit 670 francs contre 631, et l'autorisation de coupures publicitaires dans les émissions de sport et de divertissement. Les œuvres de fiction ne seront pas coupées par la publicité, c'est la spécificité du service public. Le sport ne sera coupé par la publicité qu'au moment où il y a une interruption naturelle, par exemple à mi-temps pour le football, et pour toutes les autres émissions, il n'y a aucune coupure possible après 20 heures, mais avant 20 heures, avec l'avis du CSA, et après l'avis du CSA, il y a une possibilité de faire une coupure. D'autres mesures concernent les radios associatives, avec le rétablissement de certaines subventions, la presse écrite et le maintien de l'aide pour les tarifs postaux, la production audiovisuelle et l'adoption d'un plan de soutien. En un mot, l'ambition de M. Sarkozy est d'aider les entreprises françaises à relever les futurs défis technologiques et financiers. En tout cas, ces décisions de M. Sarkozy, chargé de la communication, sont entérinées par M. Sarkozy, ministre du Budget. C'est tout de même plus facile et peut-être plus crédible quand on a la double casquette. Après ces déclarations cet après-midi de Nicolas Sarkozy, le président de France Télévisions exprime sa satisfaction. Jean-Pierre Elkabbach constate ainsi la volonté du gouvernement de donner à la télévision publique des moyens pour défendre sa spécificité, ses missions et son indépendance. Pour appliquer les orientations définies par le ministre, France Télévisions apprécie que les mesures dont elle bénéficie sont soumises à l'autorisation préalable du CSA. Nouvel épisode dans la crise de l'Opéra Bastille à Paris avec la décision d'un juge des référés de rétablir le chef d'orchestre coréen Myung-Chung dans ses fonctions de directeur musical. C'est l'un des événements littéraires de cette rentrée, le 19e roman de Françoise Sagan, Le chagrin de passage, chez Plon Julliard. Ce roman raconte 24 heures de la vie d'un homme de 40 ans à qui l'on vient d'annoncer un cancer incurable. On est loin du scandale provoqué par Bonjour Tristesse il y a de cela 40 ans. Monique Atlan. Leçon de cartes avec Françoise Sagan. Bonjour monsieur. Ça va aller? Ah bon, pardon, oui. Vous dites? Bonjour madame. Je suis indulgente, vraiment là. Bonjour monsieur. Non, mais non, ça va aller. Joie de vivre intacte, Sagan n'aime que le présent. Retour en arrière, noir et blanc du temps qui passe, des images qui fixent une cigarette éternelle et des éclats de vie, si intenses qu'ils ont souvent fait la une de l'actualité. Avec le recul, le scandale et l'insolence semblent plus sages, plus proches de l'innocence, celle de la jeunesse. 40 ans après Bonjour Tristesse, Sagan ne cherche plus à déjouer les clichés, elle cesse simplement d'en tenir compte. J'ai été tellement considérée comme un objet, comme une starlet de la littérature. J'ai tellement été à la fois démesuré comme succès et par moments un peu exagéré, un peu comique, que j'ai un mal fou à me prendre au sérieux, ce qui est resté intact en moi. Je sais pas, certains réflexes sans doute. Je déteste l'intolérance, je déteste tout ce qui est raciste, ce genre de choses, ce sont des réflexes, et les réflexes finalement c'est votre chair même qui les dicte. Donc, j'aime bien les gens m'intéressent, les gens m'amusent dans la rue, les gens, je sais pas, j'aime bien parler avec eux, et puis j'aime toujours bien les Ferrari, quoi. Un style de vie comme un style d'écriture. Mon style, je peux pas le définir parce que la petite musique, je ne peux pas dessus la tête. Et c'est pas à moi de le définir, je peux pas, c'est naturel, c'est instinctif. Instinctif, cette nonchalance incertaine, pudique.
Ce mélange d'ironie désabusée, de tendresse pour ces personnages qu'elle réinvente de livre en livre. Comme elle, ils vivent de ces chagrins de passage. Comme elle aussi, ils s'attachent à une seule ligne d'horizon. Je pense ni au passé ni à l'avenir. Peut-être par nostalgie par rapport au passé, certaines personnes que j'aimais qui sont disparues, et au futur, parce que ce qui peut arriver. C'est aussi pour cet accent de sincérité qu'on aime Sagan. Et pour celles et ceux qui préfèrent le cinéma, la lecture sortie sur nos grands écrans mercredi de Killing Zoe est signée du réalisateur américain Roger Avary, ému les complices de Quentin Tarantino. Un polar très violent dans un Paris reconstitué avec un acteur français en chair et en os. Reportage Pascal Deschamps, Christophe Vignal. Paris, un 14 juillet. Une seule banque est ouverte. Eric et son gang vont y tenter le casse du siècle. Le casse tournera au carnage. Pour jouer Eric, même cheveux longs et gras que le Charles IX de la reine Margot, c'est Jean-Hugues Anglade. International star Jean-Hugues Anglade from Betty Blue and La Femme Nikita. J'avais choisi parce qu'il avait vu mes films, ça m'avait beaucoup surpris d'ailleurs. Il, c'est Roger Avary, le réalisateur, et Quentin Tarantino, le producteur, auteur célèbre de Réservoir Dogs. Ils ont travaillé ensemble à Vidéo Archive à Los Angeles. Ils y ont dévoré des centaines de films européens et vouent une admiration sans borne aux films noirs à la française. Et ils ont des références très godardiennes, très melvilliennes, assez drôles d'ailleurs, parce qu'évidemment la façon dont ils rêvent à partir de cinéma français est un peu décalé, puisque c'est quand même vu à travers un filtre d'une éducation complètement américaine et qui plus est californienne. Donc c'est marrant, c'est... Admirez le génie, monsieur dame, admirez. Ça fait rêver, hein, poilonné. Vous êtes un monstre. Et vous ne sortirez jamais d'ici vivant. Sorte de Pierrot le fou des années 90, Eric, qui mène son gang à la catastrophe, catalyse tous les excès, toutes les dérives d'une société construite dans la violence. Ce film est une sorte de synthèse de toutes les énergies, positives ou non. Le problème n'est pas tellement là que cette fin de siècle dégage. Je sais pas. C'est pour ça que j'aime ce film, en dehors de tout code moral. J'ai un tas d'otages ici. Je peux vraiment en descendre, tu vois, une bonne dizaine. Mascarade sanglante, bourrée d'humour, Killing Zoe incarne un autre cinéma américain qui déferlerait sur la France, telle une nouvelle vague californienne. Sur ce, bonne journée, vieux. Ciao. Vers 23h20, le dernier journal en compagnie ce soir de Catherine Sellac. Demain à 7h50 pour les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra mon confrère Hervé Agalarondo pour son livre Les Beaufs de gauche, publié chez Lattès. Le dicton du jour à la Sainte-Sabine, gare aux enlèvements. Dans un instant, la météo de Davant, ou plutôt les malheurs de Sophie, puisque la météo prévoit une sérieuse dégradation dès mercredi. Excellente soirée, à demain 20h. Merci.